Eh bien, bonsoir tout le monde. Merci de nous rejoindre. Comme chaque soir, hier soir, on était avec Kinan Burgo, un maréchal ferrant pour chevaux de haut niveau. Avant-hier soir, avec Danielle Mars, organisatrice du concours 5 étoiles de Dinard. Et ce soir, nous sommes avec Philippe Gerda. Philippe Gerda, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France que vous avez bien connu. Il a passé 6 ans avec l'équipe de France. Et puis, il s'est lancé un nouveau défi. Après quelques semaines de repos, maintenant il est sélectionneur de l'équipe du Brésil. Et donc on va l'accueillir dans quelques instants et puis on va essayer de retracer sa carrière, parce que c'est vrai qu'on l'a connu en tant que sélectionneur, mais il a eu toute une vie auparavant de cavalier, et cavalier à succès. Donc, est-ce que Philippe est parmi nous? Hop, plutôt rodé, il a déjà fait quelques lives, donc c'est parfait. Voilà Philippe, je viens de t'envoyer l'invitation que tu peux accepter. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup Philippe de nous faire l'honneur de ta présence. Pour ceux qui nous rejoignent ce soir, ce Jump Live s'est fait et pour se remémorer un peu des beaux souvenirs équestres, et aussi pour essayer de décrypter un peu tous les acteurs qui tournent autour du cheval et qui ne sont pas que les cavaliers qu'on voit à la télé. Donc on est ravis de t'avoir toi en tant que sélectionneur de l'équipe du Brésil. On a eu Jean-Maurice Bonneau il y a peu, Thierry Pommel et puis Michel Sorg, tu es suisse, qui va succéder à Andy Kittler à la tête de l'équipe. Tout d'abord, comment vas-tu et où vis-tu ce confinement? Alors, bonsoir. Pour commencer, je vais très bien. Je vis mon confinement dans mon appartement en Suisse depuis 9 semaines maintenant. Ça fait 9 semaines que je suis là. Donc, le confinement en Suisse était quand même plus relax que chez vous parce qu'on pouvait sortir comme tous les jours. On pouvait faire des activités. Il fallait faire juste attention, mais on était quand même privilégiés. Et puis, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de choses que je ne faisais pas par le passé. On a eu il y a peu aussi Yuri Mansour, un cavalier brésilien, et Rodrigo Pessoa. C'est vrai que là, tu es à la tête du Brésil. Euh, Tes cavaliers sont un peu dispatchés partout dans le monde. C'est une contrainte supplémentaire quand on est chef d'équipe. C'est-à-dire, je le savais déjà au départ que ça serait comme ça, mais quand même la majorité vivent quand même dans un rayon assez restreint, qui veut dire la majorité sont en Belgique, quelques-uns en Hollande et deux en France, donc plus ceux qui sont aux États-Unis. Et les cavaliers dont je dois m'occuper qui est au Brésil, il n'y en a pas tellement. Enfin, j'étais quand même 7-8 fois au Brésil l'année passée, mais il n'y a pas tellement de cavaliers qu'on peut prendre, amener en Europe maintenant. Ils sont en phase de préparation. Disons que c'est des cavaliers un petit peu plus jeunes, moins D'accord. d'expérience. Bon, on va en reparler après. Bon, c'est vrai que tu as été 7 fois chef d'équipe, mais il y a eu tout un palmarès en tant que cavalier avant. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur tes débuts? Euh, j'ai en tête les JO de Los Angeles, la 5e place de la Suisse par équipe, mais comment s'est faite l'arrivée pour toi dans le sport de haut niveau? Tu avais eu une famille déjà tournée vers le cheval? Oui, mon père était marchand de chevaux. Donc on avait un commerce de chevaux à la maison. Mon père avait une double activité, mais il avait un commerce de chevaux qui s'est agrandi petit à petit. Et j'ai commencé à faire du concours dans les juniors. J'ai participé au championnat d'Europe avec l'équipe suisse dans les juniors. Il n'y avait encore pas les jeunes cavaliers. Alors après, on était tout de suite balancé dans le monde des seniors. Et j'ai eu la chance de faire mes premières Coupes des Nations très jeune, 19 ans, 18-19 ans, je ne sais plus exactement. Et puis après, petit à petit, j'ai pu rentrer dans cette équipe. C'était assez difficile pardon, parce que j'avais quand même un tout petit handicap. C'est qu'en ce temps-là, l'équipe suisse, elle se résumait presque à une entité complètement suisse-allemande. Et comme moi, j'étais francophone, j'étais vraiment le seul cavalier qui rentrait de temps en temps dans l'équipe. Mais c'était un petit peu plus compliqué pour moi. Heureusement, avec le temps, les choses ont beaucoup changé. La tendance est même presque quasiment inversée aujourd'hui, mais c'est sûr que j'ai eu des débuts qui n'étaient pas si simples que ça. J'ai dû m'adapter, moi, vraiment à leur mentalité, qui est quand même différente que la mentalité francophone. J'ai dû apprendre leur langue, qui est une langue quand même un peu spéciale. Donc, je me suis mis à ça, et puis après, je me suis adapté. J'ai eu la chance de faire, ouais, de tout faire toute ma carrière avec eux. Ce sont devenus des amis par la suite, et puis j'ai fait quand même, je sais pas combien, 7-8 finales Coupe du Monde. J'ai fait plusieurs championnats d'Europe.
plusieurs championnats du monde, 2 fois les Jeux. J'ai vraiment eu une carrière pour quelqu'un. Je venais quand même d'un milieu où les chevaux étaient là pour être vendus. Sitôt qu'ils étaient bons, on les vendait. Donc, je devais toujours faire un petit peu avec les chevaux qui restaient. Puis après, j'ai eu plus sur le tard. J'ai eu 2, 3 bons propriétaires qui m'ont aidé à garder un ou deux chevaux. Mais voilà, en grande ligne, ce qui a été ma carrière de cavalier, parce que j'ai arrêté de monter très tôt, j'avais 43 ans, j'ai arrêté. J'en fais Justement, pas longtemps. Pardon? comment, comment dans un métier ou en tout cas dans un sport qui peut durer toute une vie, on se dit un jour c'est terminé, je passe à autre chose. Alors, bon, c'était déjà lourd parce que on n'avait pas non plus tous les moyens, donc il fallait conduire le camion, on rentrait tard le lundi matin, les semaines étaient courtes, il fallait repartir. Et surtout, j'avais mes 2 fils qui faisaient de la compétition, qui avaient 12 et 13 ans, et c'est mon épouse qui les accompagnait au concours, mais bon, elle m'a dit au bout d'un moment, elle m'a dit, moi je sais plus ce qu'il faut faire, parce que des fois ça va pas, je sais pas ce qu'il faut faire. Ils ont 12 et 13 ans, tu les as pas connus, tu les as jamais vus, donc j'ai un tout petit peu réfléchi, puis j'avais quand même une entreprise qui était quand même assez bien gérée, parce que ma femme s'occupait de tout ce qui était administratif, j'avais un très bon cavalier, puis j'ai dit, bon, ben, je vais essayer de faire un petit peu différemment. Je n'ai parlé à personne, je suis parti faire la tournée Coupe du Monde Oslo-Helsinki, et j'ai parlé à personne, j'ai pas parlé avec mes propriétaires avant. Mon ancien ami qui était partie prenante sur un cheval, je lui en avais parlé, mais sinon personne, même pas mon épouse. Et j'ai eu la chance ou la malchance parce que j'ai été deuxième de l'épreuve de Coupe du Monde à 2 centièmes du vainqueur. Mais je suis descendu de cheval, j'ai dit à Margot, écoute, c'est la dernière fois que je montais. Puis comme il y a encore une épreuve le lendemain, elle pensait que j'allais ménager mon cheval. J'ai dit non, non, je vais plus monter du tout, c'est terminé. Radical. Et c'était radical, j'avais pris cette décision tout seul, en sachant que ça allait m'amener beaucoup de changements dans ma vie, mais je l'ai jamais regretté, puis j'ai fait vraiment de bon cœur, et puis j'ai eu après la chance et le bonheur de pouvoir m'occuper de mes enfants et de me rapprocher d'eux, de voir qu'ils étaient en train de grandir et que je les avais pas vus avant. C'est vrai qu'on a eu Philippe Lejeune à ta place il y a quelques temps et il nous disait, bon, on est des grands sportifs et on fait tout pour remplir nos objectifs, mais la famille, il n'y a rien de plus cher et je voulais être là à chaque étape de la vie. C'est toujours un dilemme pour les cavaliers. C'est peut-être pour ça aussi qu'on voit moins de cavalières à haut niveau, ce côté famille. Mais je sais pas, parce que j'en ai parlé quand même à beaucoup de cavaliers, à des gens avec qui je montais. Je me rappelle très bien la période où j'étais en poste en Belgique. Je poussais sans arrêt Ludo a arrêté de monter. Moi, je disais, tu dois t'occuper de tes enfants. Puis c'était difficile parce qu'il avait vraiment encore cette flamme de vouloir monter, mais après, il m'en a remercié. Il m'a dit, c'est vrai, tu m'as boosté pour que j'arrête. Et puis, tu avais raison, parce il s'entêtait, parce qu'il voulait faire des choses avec ses enfants en tant que cavalier. Mais bon, après, c'était difficile à gérer, parce qu'il fallait des chevaux pour les deux. Donc, il s'est rendu compte que c'était mieux qu'il s'il s'occupait d'eux à pied qu'en montant à cheval. Mais après, c'est sûr, quand on a fait ça toute sa vie et que c'était sa passion, c'est quand même, je ne veux pas dire un sacrifice, mais c'est quand même un passage dans la vie qui est assez compliqué. Moi, je l'ai vécu d'une manière un petit peu spéciale parce que du jour au lendemain, j'ai dit si je recommence de monter, je vais me relancer. Donc, Hmm. je ne montais plus du tout à cheval. Oui, oui, on n'a plus de repères finalement du coup. Voilà. Je vois Yannick, ton fils qui est là d'ailleurs, qui dit coucou, coucou papa. Du coup, c'est quoi? On donne ses chevaux à ses enfants, on se consacre 100% à leur carrière. Comment ça a été cette période de transition? Alors, non, pas donner mes chevaux. Mes chevaux c'était non plus pas des chevaux. Mes enfants n'avaient pas besoin de ce genre de chevaux-là pour faire les épreuves qu'ils faisaient. Mais bon, le meilleur cheval que j'avais avec un ami, on l'a vendu. Ce temps-là, un McLean, mais c'était pour un cheval avec qui j'avais gagné le Grand Prix de Madrid. Mais c'était pour un de ses élèves. C'est un cheval qui a fait une belle carrière après aux États-Unis, mais avec un élève de McLean. Un autre a été vendu à Alfonso Romo. Enfin, on a un petit peu dispatché les chevaux, où il y avait une clientèle qui était intéressée par les chevaux. Et puis c'est comme ça que mon piquet personnel il s'est réduit, mais moi j'avais un jeune cavalier hollandais qui était très bon, qui avait une vingtaine d'années, qui montait des grosses épreuves nationales en Suisse.
il en a aussi récupéré un, mais bon, pour mes enfants, c'est des chevaux qui avaient trop de métier, enfin, qui étaient encore trop en haute compétition, puis ils n'avaient pas besoin de ces chevaux-là pour faire les épreuves qu'ils faisaient. Je pensais pas, ils n'ont pas été vraiment les plus gâtés, même s'ils ont eu des chevaux qui avaient de l'expérience. Et donc tu as été. Bon, Yannick faisait du cheval aussi ou c'est Ah oui, vraiment. oui, oui, Yannick était un casse-cou, hein, il n'était pas du tout. On le Alors, voit faire des courses extrêmes encore, hein. ouais, parce que en cette période-là, en Suisse, les cavaliers, quand ils avaient leur âge, ils étaient obligés, c'était vraiment une obligation, que je trouve quelque chose qui était formidable, mais ils devaient faire une épreuve ils faisaient deux épreuves le même jour, une épreuve de style, puis une épreuve après normale avec D'accord. barrage. Alors, Yannick, c'était compliqué parce qu'il n'arrivait pas à comprendre que son frère avait beaucoup plus de points que lui. Et c'était toujours un petit peu une rivalité, mais c'était vraiment une belle période. Mais Yannick, il a fait le championnat suisse, il était bien classé au championnat suisse des juniors. Il a gagné, même, il avait 16 ans, il a gagné une voiture dans une tournante avec des cavaliers seniors. Donc, il avait ce côté gagneur, mais il n'était pas très. C'est compliqué parce que pour moi, parce que je m'occupais d'eux, quand je les faisais travailler le soir, après l'école, tout, c'était toujours compliqué parce que Yannick, il avait toujours quand même. Il disait, ouais, mais bon, il faut que j'arrête parce que t'es toujours après moi et mon frère, il fait plus ou moins tout juste. Donc c'était difficile de garder, mais il a été vraiment. Jamais je l'ai poussé à arrêter de monter à cheval, rien du tout, mais un jour, il s'est rendu compte qu'il avait d'autres priorités et puis il a dit, non, non, pour moi c'est trop compliqué. Et puis, mais c'est parce qu'il avait non plus pas. C'était un gagneur parce qu'il est gagneur dans la vie, mais c'était parce qu'il n'était pas doué pour les autres sports non plus. Hein. C'était pas un sportif dans l'âme. C'était pas un footballeur, c'était pas un tennisman, mais c'était comme ça. Et c'est pour ça qu'il a arrêté de monter après parce qu'il est allé étudier ce qu'il avait envie de faire et puis c'était bien pour lui. Ouais, et puis maintenant, il a une belle entreprise dans la communication. On le voit notamment très actif au CHI de Genève. Il fait Oui, un oui, oui. travail. Ben, puis il aime c'est quelqu'un de passionné. Donc j'ai eu la chance, je dois dire, j'ai vraiment eu la chance parce que sans parler de résultats sportifs, j'ai eu deux garçons qui les deux avaient une passion. Donc je dis toujours, c'est le plus grand cadeau que des parents peuvent avoir parce que quand les enfants ont une passion, ben, c'est après ils se dirigent eux-mêmes. Ils sont indépendants tout de suite parce qu'ils ont envie de faire ça et quand ils ont justement cette volonté et cette capacité à le faire, en principe, ils arrivent toujours, d'une manière ou Et, d'une autre. et bon, Steve, champion olympique aussi à Londres en 2012. Et on le voit toujours très gagneur. Est-ce que, à partir du moment où tu l'as peut-être plus pris sous ton aile quand tu as arrêté de monter, c'était une relation quand même. Il avait déjà cette forte envie de toujours gagner. Ah oui, oui, ça, il a toujours eu. Il était toujours. Je me rappelle, on faisait les reconnaissances parcours. Et il fallait, à Yannick, il fallait lui expliquer si on peut passer là, ça va être plus court. Mais Steve, il avait ça un petit peu, c'était plus inné, quoi. Il sentait où il devait tourner. Alors Yannick, il allait plus vite, mais après, il tournait pas aux mêmes endroits. Donc, il comprenait non plus pas qu'il était allé plus vite, qu'il n'avait pas gagné. Mais c'est c'est pas du tout péjoratif, mais c'est simplement que certains cavaliers, ils ont ça plus inné, le sens du virage. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à apprendre parce que ou bien on sent ça et on peut le faire, ou bien sinon à l'apprendre, ça va très long et à la fin, on est quand même toujours plus loin que les autres. Et donc ensuite, à partir de quand tu te dis je vais me réinvestir d'une autre manière dans ce sport et plus à un niveau national? Non, mais non, non, Les c'était justement opportunités. après, quand Steve il a commencé à faire des résultats, j'avais un petit peu agrandi mes installations, on avait fait des nouveaux plans, et après j'étais avec lui en concours. Je sais, en Croatie, je crois, à Zagreb, voilà, ça m'a conduit encore le camion parce qu'il n'avait pas 18 ans. Et puis là, sur la route du retour, il y a Yann Tops qui m'a appelé et puis il m'a dit bon, qu'il avait parlé avec deux, trois, qu'il aimerait bien voir Steve, s'il était intéressé, il pourrait faire quelque chose avec lui. Et puis c'est comme ça que Steve, c'était difficile pour lui parce qu'il a dit bon, je ne vais pas vous laisser, parce qu'il était déjà, il montait professionnellement, hein, enfin, il travaillait avec moi. Et c'est là que C'est là qu'on
on a pris la décision ensemble. Je lui ai dit qu'il pouvait choisir. Et il avait envie de faire ça. Il a fait ce pas. Il est parti. Et puis après, je me suis dit que je voulais un petit peu attendre. Mais au bout de 2 ans, 3 ans, il était tellement passionné. Il disait que s'il revenait, ça serait pour faire autre chose. Peut-être pas dans la région où on était nous. Enfin. Et comme j'ai eu l'occasion ou l'opportunité de vendre mes installations, D'accord. c'est ce que j'ai fait en me disant que j'allais rester dans ce milieu-là, j'allais faire autre chose. Et puis après, j'ai eu des offres et j'ai commencé de travailler, ça fait plus de 20 ans comme coach et je suis parti dans cette voie-là. Je vois Yannick qui dit, bon, finalement, j'ai bien compris que j'étais pas un sportif. Ah, si, On en le vélo, voit. ça va, mais Oui. bon, il est Donc, aussi dangereux. c'est vrai qu'on Steve a fait ses armes à Valkenswaard chez Jan Tops. Oui. Tu encourages ça? On voit un Édouard Lévy, par exemple, qui a fait beaucoup de maisons dans différents continents aussi. Il y a vraiment que comme ça qu'on prend de l'expérience pour le haut niveau? Alors, il y a plusieurs méthodes, mais c'est sûr que, parce que Steve, quand il est parti chez Yann Tops, il avait quand même déjà fait des écuries, hein. À 13 ans, il partait, il était un mois et demi chez Marcus Mendley, le frère de Beat, où il y avait D'accord. Beat qui montait, mais c'était quand même mon ami Marcus, le frère de Beat, le frère aîné de Beat, qui s'occupait de lui essentiellement. Comme ça, Beat est devenu un peu son idole, parce qu'il avait une douzaine d'années de plus que lui, ou 14 ans de plus que lui, mais comme il avait 14 ans, c'était déjà son idole. Et après, ils ont travaillé ensemble. Après, il est allé chez Uli Kirchhoff. Même en France, il a été. Enfin, il a été vite déraciné de la maison. Mais bon, il partait volontiers parce qu'il avait vraiment soif d'apprendre. Donc, ça, c'était pas un problème pour lui. Il Et pouvait donc, vivre dans un camion. tu as commencé en Suisse avec les juniors et les jeunes cavaliers. Il y avait encore Steve dans ce Oui, groupe-là? oui, et puis c'est là que, oui, il y avait Steve, puis c'est là que ça a été un petit peu pour moi un déclic parce que je disais déjà, pendant que je montais pendant ma carrière, j'avais été entraîneur des juniors pendant 4 ans, quand j'avais une trentaine d'années, je faisais ça à côté de la compétition, c'était compliqué, mais je donnais beaucoup de stages en hiver. D'accord. Et il y avait quelqu'un pour seconder en été quand j'étais en compétition, mais après, j'ai eu l'occasion de m'occuper des juniors et des jeunes cavaliers en Suisse et j'ai fait un peu des changements et c'est là que je me suis rendu compte que j'adorais faire ça parce que j'essayais de trouver de nouvelles voies, de nouvelles directions, mais que c'était compliqué parce qu'il y avait Steve. Parce que la deuxième année, Steve, il avait 16 ans, puis j'avais besoin vraiment d'un cavalier dans les jeunes cavaliers pour avoir une chance de médaille. J'en voyais un petit peu moins de chance en junior. Et je l'ai pris dans les jeunes cavaliers. On a été vice-champion d'Europe. Enfin, à ce moment-là, c'était magnifique parce qu'on n'avait pas eu, ça faisait un moment qu'on n'avait pas de résultats. Et puis, j'ai tout de suite senti que c'était compliqué parce qu'il y a des parents, Hmm. des juniors qui n'avaient pas compris que je leur avais enlevé le meilleur des juniors parce que c'était mon fils, j'avais décidé ça. Donc, j'ai dit, ça, c'est un truc, je pourrais jamais le faire. Je pourrais jamais le faire dans mon pays parce qu'à ce moment-là, c'était vis-à-vis de moi. Après, ça serait vis-à-vis de mon fils. Donc, là, je me suis dit, jamais je ferai ça dans mon pays. Et puis au bout de la troisième année que Steve était junior jeune cavalier, ou ouais, la quatrième année que j'étais avec eux, j'ai arrêté. On m'a arrêté en accord avec la fédération parce qu'on m'avait proposé d'autres choses. Mais je ne voulais pas parce que je voyais bien que ça serait une source de conflit. Et quand j'entends certains chefs d'équipe qui disent ouais, je ne pourrais pas être chef d'équipe d'un autre pays que le mien, mais je peux concevoir ça je peux concevoir. Mais si on n'a aucune attache dans une équipe, c'est quand même beaucoup plus facile que quand vous avez des attaches. Parce que quand vous avez des attaches, on est tous humains, ça, on a des relations qui sont un petit peu Hmm. différentes et on a toujours, même quand vous travaillez dans un pays qui n'est pas le vôtre, vous avez des gens avec qui vous avez plus de connexion, plus d'empathie, mais c'est pas après, il faut faire action de ça quand vous sélectionnez, mais les gens vont toujours rester avec cette idée. Une question de Lara, justement, tu as répondu en partie, mais c'est parce qu'il y a ton fils en équipe senior avec la Suisse que tu n'as jamais endossé ce rôle de chef d'équipe suisse.
Un peu comme Marcel Rosier était chef d'équipe de la France quand il y avait Philippe Rosier dans l'équipe finalement. Et puis, vous pensez que ça a été la meilleure période de Marcel? Essayez de lui en Non, parler une fois en off. Il ne va pas vous dire que c'était sa meilleure période. Non, j'avais décidé ça, mais parce qu'après, c'est sûr que après sur le tas, parce qu'après Rio, j'ai vraiment eu des contacts, tout, mais j'ai pesé le pour et le contre, parce que même si Steve peut être par moments moins discutable que d'autres, il a aussi des gens avec qui il a plus d'affinité que d'autres, et je voulais pas qu'on puisse faire ouais, de rapprochement, de dire que j'avais pris tel et tel parce qu'il était ami avec mon fils il y a 10 ans. Donc, déjà, ces problèmes, vous les avez quand vous dirigez une équipe où tout est neutre. Donc, vous imaginez quand c'est votre propre sang, c'est sûr. votre propre chair, c'est différent. Thierry Rosier, coucou à mon deuxième père. C'est vrai que on reviendra sur cette période française qui a duré quand même plus de 6 ans. Mais ensuite, tu es parti en Espagne. Raconte-nous peut-être. Oui, oui, j'ai été approché, j'étais au concours à Zurich au début d'année, à Steve qui montait, j'étais là, puis j'ai été approché par des cavaliers que je connaissais qui m'ont demandé qu'il y avait vraiment, ils avaient des problèmes, mais qui cherchaient quelqu'un pour un petit peu remettre ça, essayer de remettre ça sur pied. Si je serais intéressé, j'ai été passer un jour à Madrid avec le président qui venait d'être élu. Et puis on a eu un bon feeling. Il m'a dit, mais bon, il faut s'occuper de tout parce qu'au départ, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils devaient aussi, parce qu'ils étaient toujours en train de payer RRS. Enfin, c'était compliqué. Et Oui, je devais endosser vraiment la casquette senior, jeune cavalier junior. Donc il fallait tout recréer. C'était compliqué pour moi. En plus, je ne parlais pas un mot d'espagnol. Heureusement, je l'ai appris après grâce à ça, mais c'était difficile parce que les juniors jeunes cavaliers, en principe, ne parlaient pas tellement l'anglais. Donc j'avais un militaire qui était toujours avec moi, qui traduisait quand je m'en occupais. Mais après, j'ai eu la chance, vraiment, on a pu remonter. On a gagné des Coupes des Nations, on a pu faire des bons championnats, et puis des médailles avec les juniors, les jeunes cavaliers, donc j'ai eu du plaisir. C'était vraiment une période agréable de ma vie, mais au bout de 4 ans, il y avait un nouveau DTN, et puis qui était un tout petit peu plus politique que celui que j'avais avant, on dira. J'ai eu une ou deux sélections, parce qu'il y a quand même beaucoup de concours internationaux en Espagne, où on m'a un petit peu forcé la main pour prendre tel et tel, et puis j'ai pas accepté, et puis j'ai dit comme ça, on va se séparer, et puis c'est ce qui arrive. Je voulais pas laisser des gens à la maison que je pensais étaient d'aller en concours, et puis d'autres que je pensais qu'ils ne devaient pas y aller pour des raisons politiques, les prendre à ces compétitions, mais c'était pas, il n'y a pas eu de bagarre, rien du tout, au contraire, mais j'ai gardé beaucoup d'amis là-bas, et j'ai encore beaucoup d'amis là-bas. comment Et ça de se. là, on m'a déjà approché pour la dernière année que j'étais là avec les Ukrainiens, ils étaient déjà venus me trouver, mais bon, je me voyais pas faire ça, mais après avoir parlé avec Grégory, parce qu'il était là, et puis comme c'était un des meilleurs amis de mon fils, et puis on était souvent en concours ensemble, et puis bah, c'est comme ça un petit peu que j'ai fait le pas, puis j'ai décidé de relever ce défi avec l'Ukraine, qui était quand même avec des cavaliers qui n'étaient pas ukrainiens, même si j'allais là-bas de temps en temps donner des stages, mais c'est sûr que là j'étais balancé dans un monde un petit peu artificiel, on dira. J'ai eu de la peine à accepter, mais je l'ai fait, bah, je voulais relever un challenge, et puis on a failli de peu parce qu'on a été quand même quatrième des championnats du monde, mais être quatrième des championnats du monde pour eux, on était à 2/10 de seconde D'accord. la médaille de bronze, donc c'était une période assez euphorique, mais bon, ça n'a pas duré. Parce que, bon, à partir du moment où on peut coacher d'autres pays, c'est vrai que des pays qui sont peut-être moins hommes de chevaux, un pays de cheval, c'est des beaux défis. Comme ça, on se dit, on va essayer de tout façonner et puis de tout créer de rien finalement. Ouais, bon, là, oui, en Espagne, oui, mais bon, en Ukraine, c'est pas la même chose, hein. J'avais 6 cavaliers qui rentraient en ligne de compte, dont un qui n'était normalement pas assez bon pour faire ces concours-là. Donc,
pour aller au championnat du monde, la question ne se posait pas. Après, quand on s'est qualifié pour les Jeux Olympiques, c'était un petit peu plus compliqué parce que lui voulait monter, moi je voulais pas qu'il monte. En fait, c'était assez compliqué parce que C'est plus et politique. les cavaliers, ils avaient un petit peu aussi il y a aussi un petit peu de tension entre eux parce qu'il y en a un qui voulait devoir laisser sa place carrément au mécène de l'équipe et puis il n'acceptait pas. Donc c'était aussi, on peut aussi avoir des problèmes parce que quand on fait une sélection, en principe, un problème c'est entre deux cavaliers, hein, c'est pas entre 25 cavaliers. Parce que quand on te sollicite pour un pays, on te propose un projet ou c'est à toi de créer un projet? Comment ça se passe pour les chefs d'équipe? Ouais, bon, Onichenko, quand je l'ai rencontré, il avait déjà une réputation, mais bon, moi j'ai vécu ça de l'intérieur. Cette réputation, elle était pas surfaite, elle était minimisée parce qu'on a fait, j'ai fait des choses avec lui qui sont des choses on peut même pas en parler parce que c'est un type, il partait dans tous les sens. Tout d'un coup, on était là stationné en Allemagne et tout d'un coup, 2 jours après, il nous disait qu'il avait acheté une écurie en Belgique. On partait avec tous les chevaux en Belgique. Les gens n'étaient encore pas sortis des écuries. Enfin, on dira, c'était une période mouvementée de ma vie. Mais Mais en bon, j'ai règle eu la chance. générale, Pardon? mais en Je règle t'écoute. générale, avec l'Espagne ou la Belgique dont on va parler Ah oui, oui, après, là, c'est c'est quand il y a c'est-à-dire quand il y a un projet, enfin, un projet, il y a toujours un projet, mais bon, il y a des pays qui sont un petit peu plus en retard que d'autres, ou des périodes qui sont quand même un peu plus difficiles, parce que quand je suis arrivé en Belgique, ils étaient en deuxième division, il y avait un petit peu, il y avait beaucoup à reconstruire, et puis il y avait des cavaliers quand même qui étaient pas en fin de carrière, mais qui avaient de la bouteille, que ce soit Ludo, que ce soit Dirk, que ce soit même Philippe, donc c'était pas des jeunes, non. Et puis moi, je voyais quand même ces jeunes, je voulais les incorporer le plus vite possible, ce que j'ai eu la chance de pouvoir faire. Et puis après on est remonté en première division. C'était plus aisé, mais après on a construit une équipe pour aller au championnat du monde à Lexington. Et puis là, ben, on a refait une médaille en équipe, alors qu'on était mal parti à la chasse aussi. On était parti, je crois, encore plus mal que les Français. On était vraiment aux oubliettes. Mais après, on est bien remonté. On a fini juste derrière les Français à la troisième et place. puis Philippe Et puis, Lejeune. le champion du monde. Comment Et j'avais la chance après d'avoir dans mon équipe 2 champions du monde. comment on le vit ça quand on est chef d'équipe et puis qu'il y a une grosse performance individuelle, un peu comme Patrice aussi aux Jeux Casse mondiaux de Caen. On peut le vivre de différentes manières. Moi, je suis quelqu'un, je me réjouis pour les autres, pas pour moi, parce que j'ai jamais cherché les succès au travers de mes cavaliers. Et puis, je suis quand même avant tout un homme d'équipe. Pour moi, l'équipe, ça passe avant tout. Donc, bien sûr qu'après, quand l'équipe est passée, que ça s'est bien passé, ben, on fait tout pour que on ait le meilleur résultat possible. Mais c'est peut-être un petit peu une faiblesse que je crois avoir. Alors maintenant, avec le système des Jeux Olympiques qui seront à l'envers, mais si un Ah oui, petit c'est peu vrai. en anticipant, je dirais que peut-être qu'à Rio, j'étais tellement focalisé sur l'épreuve par équipe qu'après, je me suis un petit peu décompressé. Et puis si vous restez pas à 200%, là, peut-être les cavaliers le ressentent aussi un petit peu, parce que les cavaliers sont aussi un petit peu comme ça. Donc c'est peut-être ça aussi qui a fait qu'on a une performance individuelle qui était vraiment en dessous d'une équipe D'accord. championne olympique, quoi. Ouais, Il nous a fallu du temps pour nous en remettre après. Ça a duré plus longtemps que ça, mais on en reparlera peut-être après. oui. Bah, du coup, en Belgique, c'est vrai que pendant ta période, il y a eu beaucoup de jeunes qu'on voit maintenant au niveau tous les week-ends. Avec du recul, c'est une des plus grandes fiertés finalement de se dire, voilà, tous ces jeunes, Ah, ouais. ils étaient jeunes cadres. Ah bah, bah oui, c'est sûr, parce que je les ai pris. Vous imaginez, j'ai fait la Coupe des Nations à Lumen, alors que c'est SIO, c'est la Baule, hein, pour Lumen à ce temps-là, c'était le CSIO de Belgique. J'ai mis les deux gamins Philippe Arts qui avaient 18 ans depuis un mois, les deux. Donc, bien sûr avant l'épreuve par équipe, on avait de la pression, tout le monde disait que c'était de la folie, et conneries, parce qu'on ne mettait pas les vieux à la maison. Et comme j'avais envie de faire ça, puis en plus ça s'est bien passé, donc c'est ça qui était important pour moi. Il y avait Niels dans l'équipe, parce que Niels, on disait, ouais, parce qu'il avait peut-être pas les chevaux qu'il a aujourd'hui, mais
j'ai toujours été un grand fan de Niels, et puis c'est devenu par la suite des amis avec qui j'ai toujours des contacts aujourd'hui, ou qui s'ils ont quelque chose à demander, ils ne se gênent jamais de me le demander, parce que c'est vrai, c'était vraiment, on était devenu une grande famille. Alors il y a aussi des problèmes de sélection, il y a aussi, pour aller à Londres, on n'était pas toujours d'accord, parce que Ludo aurait bien aimé faire ses derniers jeux, enfin, pourtant j'avais pris son fils comme cinquième à 19 ans au jeu, mais c'était, pour moi, c'était, ouais, j'ai toujours dit que c'était mon équipe de cœur, mais on était quand même comme une famille, parce que, je vais vous dire, on vous a parlé avant des cavaliers brésiliens, je vais aller la semaine prochaine en Belgique, je vais aller rendre visite à la plupart des cavaliers qui sont situés là-bas, mais je vais sûrement aller visiter aussi quelques Belges, parce que j'ai une partie de mes racines quand même que j'ai laissées là-bas. Et tu parlais tout à l'heure de la fracture un petit peu de la Suisse allemande et de la Suisse francophone. En Belgique, il y a une petite fracture, mais moindre. Est-ce que quand on est chef d'équipe, c'est une difficulté sur la difficulté encore? Alors bon, en Belgique, on m'avait bien mis au courant, on m'avait bien expliqué, parce que j'allais à des réunions de bureau du comité de saut. Alors là, il y en a qui parlaient que le néerlandais, que je comprenais pas tellement bien au début. Il y avait des francophones, mais ils étaient en minorité, et c'est sûr que moi, il y avait Grégory qui était indiscutable, mais après, c'était difficile. J'ai pris Jérôme Guéry, au début, je ne me suis pas fait tirer l'oreille, mais c'était pas simple. On a vite fait d'oublier. Aujourd'hui, c'est une vedette. Il est champion d'Europe. Mais moi, je me rappelle, je crois que ça doit être à Falsterbo la première fois que je l'ai pris. C'était pas simple. Et puis après, c'était pas encore allé comme je voulais. Enfin, comme on voulait. Et puis, il fallait justifier ça. Mais c'était déjà, on voyait bien qu'il y avait un talent qui était là, qui était multiplié par 3 4 par rapport aux autres pays. Parce que c'était une génération qui arrivait où il y avait beaucoup de fils de cavaliers ou de gens de la terre. Donc c'était un petit peu plus simple parce que c'était des vrais passionnés, qui avaient des pères qui étaient passionnés. J'ai vraiment vécu une période de ma vie qui était, où il n'y avait pas beaucoup de problèmes et j'avais beaucoup de plaisir parce que, comme je l'ai déjà dit, on était une grande famille. Ce que j'ai toujours essayé de faire, mais là, ça s'est donné assez facilement. Et Quand pourtant, j'habitais sur place, oui, et pardon. pourtant tu quittes ton poste avant la fin de l'objectif qui était qu'en 2014. Non, non, j'avais fait 4 ans, enfin, c'est-à-dire c'était. Non, j'avais fait 3 ans. En fait, exactement. C'est pas allé exactement comme ça. C'est qu'après, parce que j'avais pas de contrat en Belgique. D'accord. C'était un contrat d'honneur. Et puis normalement, je suis un homme d'honneur. Et puis là, vraiment, ça a été compliqué pour en sortir parce que le DTN que j'avais, qui était Eugène Mathis, voulait absolument pas que je parte en France. J'avais été sollicité par la France, après j'ai eu beaucoup d'appels de cavaliers, et puis pour moi c'est sûr qu'après la Belgique, la France était la nation numéro un en Europe avec les Allemands, donc c'était quelque chose qui était difficile de refuser. Et j'ai eu la chance que mon président de l'époque est malheureusement décédé aujourd'hui, qui était un président formidable, un grand-papa pour moi. Je suis été le trouver, et puis il m'a tout réglé en 10 minutes. Il m'a dit non, non, Philippe, si, tu as fait beaucoup pour nous. Et puis, dans la vie, quand on peut avoir une promotion, moi je suis le premier, c'est un ancien politicien qui avait été dans le business aussi, mais il avait tout de suite compris. Et puis après, c'était pas simple de partir parce que j'en ai souffert, hein, parce que j'étais quand même quelques jours, enfin quelques semaines, je savais pas exactement ce que je voulais faire. Ça se passait pas très bien avec Eugène Mathis parce qu'il voulait absolument pas me laisser partir en disant que je rompais ma parole, ce qui était vrai, mais j'ai essayé de tout lui expliquer. On a été en froid pendant une année ou deux, mais maintenant on est des amis, il n'y a pas de problème. C'était une bonne partie de vie et puis on était des amis, puis on avait tout, parce qu'il était acharné de travail, il cherchait des solutions, parce que encore une fois, la fédération belge, c'est pas une fédération qui a les pouvoirs financiers de la France ou de l'Allemagne, hein. C'était vraiment. Puis aujourd'hui, c'est la plus grande nation d'Europe, mais il a fallu du temps pour ça. Et aujourd'hui, qu'ils sont là, ils auront plus de moyens financiers, mais quand j'étais là, c'était compliqué pour eux parce que, par exemple, moi j'étais payé, mais j'étais payé pas par la fédération, hein. J'étais payé par les ligues, alors la ligue flamande, puis la ligue francophone.
Puis comme il y a une disparité du nombre des licenciés, il y a une des deux ligues qui devait donner plus d'argent, alors elle n'était pas d'accord, c'est l'autre qui... Ah, c'était pas simple au départ, mais après tout s'est tellement bien réglé parce qu'il y avait des gens formidables, parce que, encore une fois, c'est tous des gens qui sont des bénévoles, hein. C'est une fédération qui marche, je connaissais ça parce que je venais de Suisse et je savais que ma fédération elle marchait comme ça, donc à part les employés qu'il y a au bureau, puis un secrétaire général ou une secrétaire générale comme c'est maintenant en Belgique. À ce temps-là, c'était justement le président de la FAI aujourd'hui D'accord. qui était mon chef, mon secrétaire, enfin, non, c'était lui mon chef du sport, c'était mort. C'est chez lui que j'allais rendre des comptes le lundi au bureau. Et bon, finalement, ça me fait penser un peu à un homme politique. Quand on le met à la tête d'un pays, d'une région ou autre, on veut des résultats sur le très court terme, on en veut sur le moyen terme, on en veut sur le long terme. Là, tu as quitté la Belgique, c'est maintenant qu'elle a son énorme pic de forme, numéro un des nations européennes. On se dit quoi? On se dit travail accompli, on se dit ah, j'aimerais bien y retourner puis vivre ces moments. Comment? Non, 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 pas du tout, parce que c'est le moment, parce que je suis quand même sur les mêmes concours qu'eux, c'est le moment, je les vis presque tous, ou je les vis au travers des médias ou de la télévision, mais en principe, je suis sur ces places de concours. Non, non, moi, c'est une fierté parce que je pense pas qu'il y ait un cavalier belge qui va gagner une épreuve si je suis là sans que j'aille vers lui, parce que d'une manière ou d'une autre, j'ai travaillé avec lui. C'était. Non, non, c'est resté mes amis, et puis je les soutiens. Hein, pour moi, normalement, si c'est pas la Suisse qui gagne, il faut absolument que ce soit la Belgique. Mais après, c'est des affinités qui font que c'est un moment comme ça dans la vie. Mais j'ai gardé quand même comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai des racines de cœur qui sont là-bas. J'ai des gens qui m'appellent, des gens que j'appelle, on s'écrit. Je ne sais pas si Peter De Vos ou Niels Brunzel ou Grégory, s'ils gagnent une grosse épreuve, c'est sûr que je vais leur écrire. Même si c'est à Doha, je vais leur écrire parce que c'est resté des gens avec qui j'ai beaucoup de contacts. Et puis, par exemple, Peter DeVos, c'était compliqué parce qu'il a eu un cheval qui n'était pas facile, puis j'avais envie qu'il avance, mais c'était compliqué parce que il y avait d'autres personnes qui rentrent en ligne de compte, en conflit contre lui, parce qu'ils avaient un peu plus de résultats, mais je me suis battu, j'ai pris avec moi aussi Alex Hinton. C'est des belles histoires parce qu'on est resté liés et proches. Aujourd'hui, c'est une star, mais c'était pas du tout, il n'était pas numéro 3 mondial, hein, il était numéro 2500, je ne sais pas combien, mais c'est quelqu'un que je ne veux pas dire que j'avais décelé ses qualités, il y en a d'autres qui l'ont vu, mais je voulais absolument lui donner une chance comme à Niels, parce que Niels, son père était marchand, et contrairement à Niels, son père était assez renfermé, alors il n'avait pas que des amis, même s'il faisait beaucoup de commerce, mais Niels, tout le monde l'aimait bien, mais personne ne l'aidait vraiment, et puis moi, c'était vraiment, pour moi, je l'ai pris avec des chevaux, peut-être que enfin, il y en a qui disaient que je ne devais pas le prendre, mais je le mettais le plus souvent possible parce que c'est un crack cavalier, et puis je sentais ça, même s'il n'avait encore pas, c'était pas encore arrivé, je sentais que c'était un crack cavalier, puis que le déclic, il allait l'avoir. Il manquait un peu de chevaux, mais il a eu la chance de prendre l'expérience avec moi, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a des chefs d'équipe qui cèdent un peu à la pression des autres cavaliers, des propriétaires, et du coup des jeunes cavaliers qui passent totalement à côté de leur début de carrière parce que le sélectionneur avait décelé des talents, mais finalement il y a eu une pression, un lobbyisme qui fait qu'ils passent à la trappe. Ouais, alors il y en a, hein, il y en a qui ne sont pas sortis, qui auraient eu les capacités de le faire, mais après, je pars quand même toujours du principe que celui qui est très bon, ou qui a cette faculté d'adaptation, qui est travailleur, et puis qu'on voit à 16 ans qu'il est bon, si, s'il a la volonté, s'il peut aller un peu dans l'ombre et qu'il veut travailler, mais il faut être vraiment travailleur. Oui, quand un garçon comme le cavalier de Jos Lansing qu'il a maintenant, qui est le cousin des frères Philippe Arts, Peter Clemens, il était avec eux. Alors après, il n'y avait pas la place pour tout le monde. Il est parti travailler chez Jos. Il était quatrième cavalier, mais à 16 ans, 17 ans, il montait mieux que les deux fils à Luldo. Et aujourd'hui, il revient avec des cheveux de.
C'est un garçon qui va être dans l'équipe de Belgique. Je ne sais pas si c'est les prochains Jeux ou le championnat du monde dans 3 ans, mais on le voyait à 15 ans, 16 ans qu'il était comme ça. D'accord. Alors il avait cette faculté de travailler, de rebondir, et c'est ce qu'il a fait. Et peut-être on ne fait pas assez dans certains pays parce qu'on a une espèce de. Si vous dites un Espagnol qui doit aller travailler en Allemagne, ou même les Français qui y vont, rester c'est difficile parce que c'est des autres mentalités, c'est des autres cultures. Et puis quand on a déjà, beaucoup de gens préfèrent un chez-soi douillet que dur à l'extérieur pour apprendre plus. Donc c'est des choix de vie, hein, c'est des choix de vie. Après, c'est ce que je dis toujours avec les jeunes, je dis, mais vous ne viendrez pas vous plaindre après que vous n'avez pas eu d'opportunité parce que quelque part, ceux qui travaillent beaucoup et qui ont du talent, ils ont toujours les opportunités, toujours. D'accord. Parce qu'il n'y a pas que, il n'y a pas que les 50 premiers mondiaux qui existent, hein. Il y a 1000 cavaliers au monde qui montent très bien à cheval. Il y a 200 cracks. Il y en a 50 qui sont un peu en dessus du lot parce qu'ils ont d'autres facilités, plus de métiers. Mais des cracks cavaliers, des cavaliers qui montent bien à cheval, il y en a beaucoup. Après, les super cracks, il y en a quelques-uns, mais il y en a aussi de nouveau beaucoup. Beaucoup plus que du temps où je montais. D'accord. Parce que du temps où je montais, on allait dans une épreuve. On savait qu'il y en avait 3 ou 4 qui pouvaient gagner cette épreuve. Aujourd'hui, vous êtes dans un Grand Prix, il y en a 40, vous savez qu'il y en a 30 ou 32 qui peuvent le gagner. Grégory Baudot, tu as fait un clin d'œil tout à l'heure dans les commentaires. On l'a accueilli il y a peu, chef de piste, et il disait que quand il a eu sa sélection pour monter les pistes avec Italion, après, eh ben, on l'a beaucoup demandé un peu partout. Est-ce que les chefs d'équipe, c'est pareil parce que tu disais qu'on t'avait fait une bonne offre pour la France. D'un coup, vous êtes tiraillé devant plein de nations potentielles et il faut choisir, faire plouf-plouf. Ça se passe comment? Non, non, mais c'est-à-dire qu'il y a, bon, ça dépend parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas des chefs d'équipe qui sont en place depuis 10, 15 ans dans leur pays, donc ils ne sont pas vraiment sur le marché. Et puis après, ceux qui ont fait ça, qui font ça comme moi je l'ai fait, c'est après, c'est des affinités, parce que moi j'ai eu beaucoup de propositions, de choses que j'ai refusées, que je ne voulais pas faire. Mais après, je pensais un petit peu quand même, si on a, tout en restant vraiment les pieds sur terre, puis, hein, mais si on a réussi avec plusieurs pays à avoir des résultats, je pense que ça donne une étiquette quand même qu'on n'est pas un loser au départ. Je pense pas que je suis un loser et puis que j'ai pas peur de confronter mon papier, mon CV de résultats avec beaucoup d'autres. Donc après, c'est une question de passion, une question de relation, parce que moi vraiment j'ai eu beaucoup d'offres déjà que j'étais avec l'Ukraine, j'ai eu des offres de pays où vous pouvez bien vous imaginer un petit peu exotiques, mais enfin où il y avait beaucoup plus d'argent, mais c'était pas, ça n'a jamais été ma jambe de bois. Je voulais toujours vraiment, j'avais la passion de ça et je voulais des équipes les meilleures possibles parce que j'aurais pu entraîner des gens, même en coacher en privé, puis gagner beaucoup d'argent. Moi, ce que je veux, c'est l'adrénaline de la piste. Et puis, j'ai toujours vécu pour ça, au travers de moi comme cavalier, après au travers de mon fils, et puis au travers de mes équipes. Donc, c'est ça qui me fait avancer, parce que c'est ça que j'aime les chevaux, donc j'aime ça, j'aime cette adrénaline, et puis j'aime l'idée du coaching, de la préparation, du planning, de pouvoir faire des plans. Alors après, on n'a pas toujours du succès et puis on ne peut pas toujours gagner. Bon, l'adrénaline a bien été présente en France pendant 6 ans. Presque chaque année, il y a eu une médaille. Bosti à Herning, les 2 médailles d'argent à Caen, ensuite Simon Delestre avec la Chapelle, la médaille d'or à Rio. Euh, tu as décrit ça dans une interview comme le plus beau projet de ta carrière. Comment, avec un peu plus de recul, tu tires un trait de toutes ces années à la tête de l'équipe de France? Ça y est, diriger une équipe, c'est quelque chose de compliqué. Si on le fait vraiment, quand on est étranger, si on le fait, on se donne corps et âme pour ça. C'est un boulot de 50 semaines par année, il n'y a pas de vacances, on est tous les week-ends en concours. On donne beaucoup pour ça, ce que j'ai fait. Après, Rio, mon idée, c'était d'arrêter parce qu'on avait, quand on a été champion olympique avec une équipe, c'est difficile de faire beaucoup. Après, suite à des discussions, j'ai décidé de rester quand même pour 4 ans supplémentaires.
tout en expliquant et en sachant et en voulant qu'on devait renouveler les choses parce on arrivait en fin de cycle et qu'il fallait. Je savais bien ce qui se tramait, les chevaux qui allaient partir. Des propriétaires aussi, vous savez, des propriétaires, on a eu des propriétaires fantastiques du moment quand j'étais là, mais des propriétaires, leur Graal pour eux, alors c'est d'avoir des chevaux, ils aiment leurs chevaux, mais après, quand ils étaient champions olympiques, leur présenter un projet, c'est compliqué parce que le projet d'après, c'est difficile d'avoir des ambitions plus élevées que ça. Donc, ça, c'était aussi un handicap. Et puis après, ça ne s'est pas passé exactement comme on espérait, mais pourtant, j'étais parti dans mon idée. Je pense, j'ai continué vraiment dans mon idée parce que au championnat d'Europe, on a pris Mathieu Billot, qui faisait ses premiers championnats. Après, au championnat du monde, on a pris Alexandra Franca, on a pris Nicolas Delmotte, qui faisaient tous leurs premiers championnats. Thierry Rosier. Euh, C'était Alexis de Roubaix, une année et demie avant, personne n'en parlait. Après, il est venu au championnat du monde, il a été dans les 10 premiers championnats du monde. Donc, non, j'ai continué dans cette idée-là. Et puis après, malheureusement, ben, l'histoire, elle s'est arrêtée à la fin de l'année des championnats du monde. Mais bon, après, il faut passer à autre chose. Ce que j'ai fait, même si j'ai eu beaucoup de peine à le faire, j'ai pas peur de le dire, j'ai beaucoup souffert. Parce que j'ai une cicatrice qui est ouverte et que j'arrive pas à refermer. Il y a pas de, je pense pas qu'il y a de, je veux pas dire pas de jour parce que c'est pas vrai, mais il n'y a pas de semaine sans que je pense que mon histoire elle s'est finie d'une manière dont je ne souhaitais pas qu'elle se finisse comme ça, mais c'est la vie qui veut ça. Après, on doit avancer et puis j'ai plus 50 ans devant moi, donc je continue d'aller de l'avant et puis je me suis relancé dans un nouveau défi, un nouveau challenge et j'ai la même passion qui continue de m'habiter. On en a parlé un Mais j'aurais pu partir autrement, c'est ça, mais après, c'est la vie. Jean-Maurice Bonneau nous disait que, en prenant ton exemple et puis d'autres, que on ne quitte jamais trop une équipe, en tout cas en France, avec la porte grande ouverte. C'est souvent suite à quelque chose de négatif, entre guillemets. J'ai pas bien compris le début de la question. Non, Jean-Maurice Bonneau nous faisait Oui? référence à ton cas et avec son cas, il disait malheureusement, on ne quitte jamais en bons termes quand on est chef d'équipe d'une équipe, ou en tout cas de la France. Ça, c'est des paroles qui appartiennent à Jean-Maurice. Moi, je suis pas là pour. J'ai Oui, mon idée, mais ma conscience. Vous savez, si vous faites votre travail plus près de votre conscience et que vous donnez à votre travail, après, les gens peuvent l'interpréter d'une autre manière ou il y a d'autres raisons mais qui tu, peuvent rentrer en ligne de compte. Mais après, ça, c'est la vie. Ça, c'est. mais tu avais Tu vas senti qu'il y connaître ça avait dans ta vie, tu es encore jeune, mais tu vas connaître ça dans ta vie. Ça, c'est des expériences de vie. tu avais senti que les propriétaires étaient peut-être moins engagés, qu'il allait avoir un creux parce que on n'a pas ces jeunes de 18-20 ans qui sont à haut niveau comme pourrait l'avoir la Belgique. Ce creux, il est inévitable ou il y a eu quelque chose de raté il y a 10 ans peut-être Bah, écoutez, ça, faut le demander à mon successeur. Bah, c'est lui qui s'occupait des jeunes avec Olivier Boss, c'est pas moi. Et ça, s'ils ont raté quelque chose, là, je suis incapable de vraiment le dire. Mais bon, moi, je pense qu'il y a plus de potentiel encore que ça dans les jeunes en France. Mais après, il faut qu'ils aient aussi la possibilité de s'exprimer. Comme je te disais, moi, j'ai pris Mathieu, on me disait qu'il ne fallait pas prendre Mathieu, j'ai pris Alexis, il n'avait pas d'expérience. Nicolas, il est bientôt plus de cheveux sur la tête, il n'a toujours pas fait de championnat. Donc j'ai essayé de précipiter un tout petit peu les choses pour qu'on renouvelle un petit peu. Puis je pensais que j'étais sur la bonne voie. Après, on peut revenir en arrière, on peut Oui. réactiver un petit peu plus les cavaliers qui ont plus d'expérience, mais après, on va se retrouver devant une une différence à combler qui est plus grande parce que je vois pas tellement, enfin, il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas tellement de fils ou de filles de cavaliers professionnels qui sont là pour se dire, parce que maintenant, si on pense la France, doit penser, bon, on ne sait pas déjà si les Jeux l'année prochaine auront lieu, mais elle doit penser quand même à Paris en 2024. On ne pense pas qu'on a des jeunes qui sont dans les jeunes cavaliers aujourd'hui ou dans les juniors qui vont créer l'exploit et être dans l'équipe en 2024, alors que c'est près, mais c'est loin quand même. Mais dans d'autres pays, c'est différent. Mais par contre, ça, c'est pays, un pays si grand que la France.
la culture équestre, tout ce que vous avez amené dans ce sport, ça a été fait quand même. C'est vieux, mais c'était un art équestre. Ça a été fait par les militaires, par un cadre, enfin par toute cette culture équestre que vous aviez, et qu'aujourd'hui, ma foi, elle est peut-être plus dispensée chez les jeunes comme il l'était avant, parce que votre pays est devenu peut-être plus ludique dans ce sport. Je ne sais pas comment exprimer ça. On a les gens, on voit, il y a un nombre incroyable de cavaliers dans les poneys, mais après, dans les juniors, quand vous allez voir les juniors, c'est pas qu'il y en ait 150 et qu'on puisse choisir les meilleurs. Donc, il y a peut-être là quelque chose à réfléchir, mais je pense qu'il y en a déjà qui ont réfléchi, mais c'est pas si simple Mm. parce que quand vous voulez construire une chose comme ça, il faut du temps. Vous pouvez pas construire ça, dire l'année prochaine on va être bon. J'ai entendu souvent ça. Ah non, mais l'année prochaine on va faire une médaille. Mais ça, c'est tellement difficile, tellement compliqué que vaut mieux ne rien dire. Et puis après, s'il y a une bonne surprise, on fait une médaille. Mais quand on dit on va faire une médaille l'année prochaine, on y arrive rarement. Je vois Pedro Vénis qui dit en tout cas merci la France parce que justement Pedro maintenant a, à toi comme chef d'équipe. On Ouais. va parler de cette période. Euh, bon, tu as été à Rio aux Jeux Olympiques. Pour eux, malheureusement, ils sont un peu passés à côté de leur histoire. Rodrigo nous parlait, mais est-ce que tu as un nouveau groupe avec des jeunes qui arrivent et qui est prêt aux grandes prochaines échéances, pardon. Ouais, j'ai eu la chance, mais bon, parce que c'est aussi un choix, comme j'étais quand même, comme j'ai dit déjà plusieurs fois, je suis plus tout jeune, mais là, c'était vraiment un défi parce que je voulais pas rester renfermé. C'est pas que j'avais besoin de travailler, mais je voulais pas être renfermé dans mon histoire parce que j'avais d'autres possibilités, j'avais d'autres pistes, mais là, quand c'était le Brésil, l'histoire s'est accélérée parce que bon, je connaissais aussi le- les problèmes qu'il y avait eu à Rio, je les avais vécus de l'intérieur, de l'extérieur, mais moi, j'ai la chance, je dois dire, j'ai la chance d'avoir un vivier de cavaliers qui est incroyable parce ils sont un nombre incalculable de très bons cavaliers. Il y en a encore des très bons, même au Brésil. Il y en a aux États-Unis, il y en a au Mexique 2. J'ai vraiment eu la chance d'arriver dans un pays où il y avait du potentiel. L'année passée, on est allé aux Jeux Panaméricains, on a gagné. Il y avait un garçon là que j'ai mis dans l'équipe qui n'avait jamais fait de championnat non plus. C'était une découverte pour tout le monde. Après, on connaît le métier et les succès de Pedro. Après, il y a Marlon Zanotelli aujourd'hui qui est dans les 15 meilleurs cavaliers du monde, qui est un cavalier fantastique. Il y a le retour de Rodrigo, il y a Stéphane Barcha qui a déjà fait quand même les jeux, Eduardo Menezes, il y a Yuri Manzour. Il y a plein de cavaliers qui sont vraiment des top cavaliers. Alors, tout le monde n'a pas le cheval qu'il faut au même moment, mais il y a des jeunes comme Philippe Amaral, qui a un cheval qui a beaucoup d'expérience. Il y a Pepe Muller qui vit en France aussi, qui a des très bons chevaux. Donc, il y a un potentiel. Et puis, maintenant, ce report des Jeux va peut-être nous donner l'occasion d'avoir une surprise peut-être dans l'équipe l'année prochaine. Parce qu'il faut bien se dire qu'aujourd'hui, ça devient compliqué vu qu'on on va sélectionner que 4 cavaliers, dont normalement seulement 3 feront l'épreuve par équipe. Donc, c'est vraiment encore plus compliqué pour faire les sélections. Et donc, tu as eu une expérience en Europe de l'Est, en Europe occidentale, péninsule ibérique, maintenant l'Amérique latine. Est-ce que, culturellement parlant, c'est toujours des défis assez difficiles à gérer au début? Les cavaliers brésiliens, ça fait quand même beaucoup. Je les côtoie déjà depuis longtemps et on se connaissait, pas tous, hein, mais après ils ont dû apprendre eux à me connaître. Moi je les connaissais comme cavaliers, mais eux ne me connaissaient pas comme coach. Et puis ils avaient une manière de fonctionner qui est totalement différente que celle que j'ai appliquée. Certains ont dû s'adapter. Au début, c'était un petit peu compliqué, mais c'est des gens tellement gentils qu'on arrive à pardonner beaucoup de choses, même si c'est une culture différente. Et puis, ils sont tellement bons quand ils sont en piste qu'on leur pardonne beaucoup de choses qui ne rentrent pas vraiment dans notre culture à nous, enfin qu'on fait différemment ici. Mais comme ils ont tous fait, la plupart, le choix de venir en Europe pour être meilleurs, parce que pour eux, c'est sûr que ces cavaliers qu'on a en Europe,
s'ils sont au Brésil, alors ils font pas le sport de haut niveau, mais ils peuvent vivre mieux qu'ils vivent ici en travaillant beaucoup moins. Donc c'est D'accord. vraiment des gens qui ont voulu vraiment creuser leur trou, qui sont complètement déracinés, parce qu'ils vivent quand même totalement différemment de nous, hein. Déjà les Espagnols, c'était différent, mais les Brésiliens, on a l'impression qu'ils n'ont pas de montre, hein. Ils regardent le soleil et puis on vit après le soleil. Pas tous, mais la plupart. D'accord. Alors, il y a d'autres exceptions qui sont totalement européens, mais la plupart, ils vivent différemment. Mais c'était, je pense, parce que j'ai assez de métiers aujourd'hui, mais c'était un petit peu à moi de m'adapter à certaines choses qu'ils font différemment. Mais après, ils sont ils sont tellement solidaires, ils sont pas des garçons qui cherchent la lumière à tout prix. Donc, non, non, c'est des gens avec qui j'ai beaucoup de plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas. Donc on se sent tout de suite. Après, quand il y a le moment des sélections, vous savez, tu vois, quand tu te mets devant ta feuille blanche, tu es tout seul et puis il y en a qui sont pas contents, hein. Que ce soit au Brésil, au Qatar, en Suisse ou en Allemagne, c'est partout la même chose. Si on peut pas supporter ça, on fait pas ce job. Il y a vraiment des conflits où les cavaliers sont quand même adultes et ils comprennent que, il y a quatre places, il y a quatre noms et c'est l'un et pas l'autre. Mais c'est difficile de. Ces cavaliers, la plupart, ils sont des propriétaires qui eux Oui, aussi veulent que le cheval aussi aille au économique championnat. peut-être. Après, le cavalier, même si quelque part, il se dit, ouais, bon, on peut rien du tout dire contre son choix, mais vis-à-vis de son propriétaire, il peut pas dire qu'il est content de ce choix, parce que sinon, il va perdre son propriétaire. Donc, il doit se défendre aussi un petit peu. Donc, il faut être assez malléable là pour arriver à savoir le vrai du faux. Et puis un petit peu, moi je vois deux, trois propriétaires, je sais pas que je leur mentais, non, pas du tout, mais je devais bien prendre en compte que le cavalier, il avait dit les choses un petit peu différemment que comme je lui avais expliqué à lui. Parce que les cavaliers, moi j'étais cavalier, hein. J'étais cavalier assez longtemps. J'ai eu des chefs d'équipe. Celui qui me dit qu'il a toujours dit la vérité à son chef d'équipe, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a certains, mais pas beaucoup. Et les meilleurs, ils ont tellement d'ego parce qu'ils doivent vraiment prouver quelque chose qu'ils vont tout faire pour être, quand vous faites une sélection, si vous ne mettez pas celui qui est normalement dans la sélection parce que vous estimez que son cheval n'est pas en état, c'est sûr que même si lui sait dans son fond intérieur que c'est normal, il ne va pas l'accepter parce que son propriétaire ou les gens qui son entourage vont dire non, c'est pas normal. Mais après, c'est des choix que il faut assumer. Moi, j'ai jamais eu peur d'assumer mes choix, même si c'était pas toujours facile, parce que même ma période en France, j'ai dû faire des choix, parce qu'après on dit oui, oui, mais ceux-là, ils étaient bons, tout. Il y a plein d'exemples où c'est pas passé comme les gens l'ont vu, ou bien comme les gens l'ont ressenti quand le type était en piste. Moi, je suis quand même arrivé en France. Je ne sais pas, Philippe Rosier, il est un exemple, il est champion olympique, il y avait 18 ans qu'il n'avait pas fait de Coupe des Nations quand je suis arrivé en France. 18 ans, il n'y a pas eu qu'un seul sélectionneur en 18 ans. Donc, après, il faut savoir se remettre en question et rentrer pas dans le problème, mais dans savoir ce qu'on peut faire. Mais il ne faut pas penser à ce que les autres ont fait, ce que les autres ont dit. Il faut le faire avec ses tripes, son cœur, et puis après, bon, des fois, il faut payer les pots cassés, mais moi, j'ai toujours été un chef d'équipe. Les cavaliers qui vont dire le contraire, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a toujours des gens, mais j'ai toujours été quelqu'un qui est, dans la défaite, défendu mes cavaliers, puis dans la victoire, leur souhaiter la victoire, et puis les laisser eux profiter de leur victoire. Mais dans la défaite, j'ai toujours été devant la presse. Des fois, les cavaliers ne veulent plus aller vers la presse, qui est quelque part compréhensible, mais que la presse a des fois de la peine à comprendre. Mais quand vous avez mis tellement de cœur à l'ouvrage, tellement travaillé pour une sélection, que ça se passe mal au championnat, c'est sûr que après, ils n'ont pas envie de venir vers la presse. Et là, c'est le rôle du chef d'équipe Oui. de les défendre, de les aider, quoi. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Alors, des fois, c'est fait un peu de manière plus maladroite, des fois, c'est plus simple, mais j'ai toujours fait avec mon cœur, donc je ne regrette rien du tout de ce côté-là. Et en France, il y a un nouveau système de sélectionneur plus entraîneur, donc un binôme un peu à l'image de la Suisse. Michel Sorg nous en parlait. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois positivement? Est-ce que c'est adaptable à chaque pays? Comment ça se passe? Bon, moi, je ne suis pas tellement pour porter des jugements, surtout, la seule chose que je peux dire, c'est qu'en Suisse, c'est pour des raisons
c'est un petit peu différent parce que jusqu'à aujourd'hui, le chef d'équipe n'était pas payé, c'était un bénévole, comme il l'était en Belgique jusqu'au moment où je suis arrivé. Après, les fédérations, si le chef d'équipe peut faire les deux, ça coûte quand même nettement moins cher. En Suisse, celui qui est entraîneur, c'est pas la même chose qu'en France parce qu'il fait que les concours de Super League, les quatre concours de Super League, les championnats et la Coupe du Monde. Donc ça fait pas beaucoup de temps loin de la maison pour faire ça. Mais si vous voulez faire après, la France, maintenant, elle a adopté un nouveau système avec plusieurs sélectionneurs, plusieurs entraîneurs. Enfin, il y a plusieurs personnes quand même qui sont là pour me remplacer. Donc après, c'est un choix de fédération. C'est pas moi qui ai choisi ça pour la France. C'est la France qui a choisi ça. Parce que bon, moi, j'ai rien à contre, hein, mais quand même, quand vous êtes déjà sélectionneur et que vous êtes un technicien, faut bien vous dire que vous avez quand même les cracks cavaliers. La plupart, ils ont des coachs privés. Il faut faire déjà avec ces gens-là. Alors si on leur met encore quelqu'un par là-dessus, ça fait beaucoup déjà d'avis qui ne sont pas tous les mêmes. Et puis après, on peut ne pas être d'accord. Déjà que vous avez les coachs privés, moi j'ai toujours su m'effacer. J'ai jamais cherché déjà la lumière là-dessus. Moi j'étais en premier rôle, j'étais sélectionneur parce que j'ai une philosophie qui est un petit peu différente de beaucoup. C'est que moi je dis que les grands coachs, ils sont faits par les grands cavaliers. C'est les cavaliers qui font les grands coachs et puis pas les grands coachs qui font les grands cavaliers parce que vous pouvez prendre n'importe quel coach, si vous donnez un cavalier moyen, il l'améliorera, mais il n'en fera pas un grand cavalier. Tandis que le contraire, oui. Si c'est des bons cavaliers, ils vont dire ce coach-là, il a tout gagné. Mais il faut avoir les bons cavaliers, puis savoir les choisir, puis s'entourer, qu'ils forment une équipe et que tout le monde se batte. Parce que aujourd'hui, ce sport a tellement évolué qu'on ne peut pas vivre en postant des vidéos d'il y a 5 ans en arrière. Le sport, il a énormément changé depuis 5 ans, et il va encore changer les 5 prochaines années. Maintenant, on va peut-être revenir à des choses plus basiques, mais l'évolution de ce sport est tellement rapide et les chevaux tellement meilleurs et les cavaliers toujours meilleurs en piste qu'il faut vraiment s'adapter à ça et pas vivre sur les acquis et penser que ceux qui étaient bons il y a 10-15 ans sont toujours bons aujourd'hui parce que il y a une foule de jeunes qui sont là, qui grattent du pied, qui sont très très bons et puis après il suffit qu'ils aient les opportunités. Je pense pas que les générations maintenant qui sont les cracks qu'il y a aujourd'hui, qui ont entre 25 et 40 ans, je ne pense pas qu'ils vont monter si longtemps que nos aînés ont monté. On va plus, parce que ce sport est devenu tellement exigeant, tellement dur, qu'à un moment donné, bon, ils vont passer à autre chose, ils vont rester dans ce milieu-là, mais ils vont monter beaucoup moins à haut niveau, parce que le haut niveau aujourd'hui, c'est devenu... Alors maintenant, ils s'en rendent compte, les cavaliers, qui sont depuis 2 mois enfermés. Donc ils se disent, mais comment est-ce qu'on a vécu, même certains, C'est sûr. ça va les faire certainement changer dans leur attitude parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y a aussi d'autres choses. Si on est passionné par les chevaux, on n'est pas obligé d'être tous les mercredis dans l'avion pour à des quatre coins du monde. Mais après, c'est à chacun son choix. Mais je pense quand même que le sport va quand même aussi un petit peu changer. Merci beaucoup. Juste pour conclure, quelles sont pour toi les valeurs maîtres qui te permettent de réussir, de fédérer ton collectif à chaque fois? Qu'est-ce que tu mets vraiment en avant et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui veulent performer? Pour moi, c'est la passion qui me guide. Et puis après, fédérer, j'aime ça. Après, avoir affaire à des gens qui veulent travailler parce que ceux qui ne travaillent pas dans ce sport, alors ils sont capables de passer de temps en temps, hein, puis de gagner des belles épreuves. Mais sur la durée, il faut travailler. Avoir la passion et travailler. Petite dernière question, qu'est-ce que ça fait de voir son fils numéro 1 mondial et puis fervent défenseur des vraies valeurs du sport? Est-ce parce que tu es très international, toujours à droite à gauche et puis à la tête de pays différents de la Suisse, est-ce qu'on met une petite distance, une frontière quand même avec les performances de son propre fils? Moi, je suis bien obligé parce que comme je travaille pour d'autres fédérations, mais bon, après, ce qu'il y a entre nous deux, ça regarde que nous deux. Et puis, bon, moi, je suis pas un adepte de la ranking, alors qu'il soit numéro un, c'est bien, mais je suis pas. Et les cavaliers français le savent, j'aurais toujours dit qu'il fallait pas courir après la ranking parce que c'est pas là que. Après, si vous avez des résultats, automatiquement vous allez monter dans la ranking, mais je suis beaucoup. Alors, ces résultats, c'est pour lui, hein, on l'a aidé au départ, aujourd'hui c'est lui qui fait sa vie. Et puis, non, je suis beaucoup plus fier de la personne qu'il est, justement des idées qu'il peut défendre pour son sport,
Parce que même s'il devait demain arrêter de monter un cheval, de faire de la compétition à 5 étoiles, il va pas beaucoup changer, il va continuer de rester dans ce milieu-là. Donc, je suis plus fier de ces convictions-là qu'il a que de victoires hypothétiques en concours épique. Bon, il y a Thierry Rosier qui dit que ça l'arrange que tu ne considères pas la ranking comme primordial parce qu'il est 140e mondial. Oui, il est déjà avancé, il est déjà mieux, il Oui. est déjà mieux. Eh ben, merci beaucoup, Philippe. C'était très chouette. On espère se revoir en concours quand tout ça sera, on espère, terminé au plus vite. Une bonne soirée et puis merci beaucoup. Merci, merci à vous. Bonne Ciao, soirée. Au revoir. ciao.